La Gestapo française, deuxième partie. Le marché brun des Allemands. Le colonel Rudolph est un officier prussien de la vieille école. Il a 48 ans, a combattu durant la Première Guerre mondiale et conserve les principes d'une morale militaire qui paraît plutôt désuète en ces temps troublés. Il n'a pas grande estime pour un repris de justice au parler grossier comme Lafont. En revanche, ses adjoints, le capitaine Radeke et Hermann Brandl, déjà cités, dont le surnom est Otto, ne tarissent pas d'éloges sur leurs protégés et en favorisant les activités mafieuses de leurs hommes de main, ils vont jouer un rôle majeur dans la première étape de l'expansion du banditisme dans la société française pendant et après la guerre. Brandl arrive en France pour installer la nouvelle antenne de l'Abwehr et promouvoir son bureau d'achat dit Bureau Otto, situé d'abord au 21 square du Bois de Boulogne, puis à l'hôtel de la Princesse de Grèce, rue Yvon. Les bureaux d'achat devaient assurer l'autonomie financière du service de contre-espionnage vis-à-vis de l'état-major de l'armée. Lors de la signature de l'armistice le 22 juin 1940, les conditions de l'armistice sont drastiques. Les articles 17 et 18 de la Convention stipulaient que la France aurait à s'acquitter des frais d'entretien des troupes allemandes d'occupation, en plus de la mise sous tutelle des richesses du pays. Les signataires français ne réalisent pas que ces frais représentaient des sommes colossales et préfèrent la fin des hostilités à tout prix. On estimera ces frais dans un premier temps à 400 millions de francs par jour, puis en 1941, il fut ramené à 300 millions pour être augmenté de 200 millions le 11 novembre 1942, date de l'invasion de la zone libre. C'est ainsi qu'ils passèrent à 500 millions de francs. Afin d'avoir une vision plus précise de ces chiffres, indiquons qu'en 1940, la France avait donc versé à l'Allemagne 80 milliards alors que les recettes du pays étaient par exemple de 54 milliards en 1938. Ces sommes déraisonnables saignent le pays, mais cela ne répond qu'à la stratégie d'assèchement, d'épuisement de la France. C'est littéralement la mise en place du pillage économique du pays. Rappelons que cette mesure allait s'accompagner de la réquisition des travailleurs français par le biais du STO. Au 5 septembre 1944, on estimera le total des sommes diverses versées au titre de tribut d'occupation à 631 milliards de francs. Les études montrent que cette somme correspond à l'entretien d'une armée de 18 millions d'hommes. Cela dépasse de loin les besoins d'une armée de 400 000 hommes, nombre des soldats allemands en France en 1943. Ils seront 1 million en 1944. Ces données sont essentielles à saisir si l'on veut comprendre l'essor extraordinaire des individus comme Lafont, leur pouvoir, leur richesse. À cause de ces prélèvements considérables, les Allemands disposent de fonds conséquents et créent une situation de pénurie. En effet, les matières premières, les denrées alimentaires, les biens de consommation commencent à manquer du fait des réquisitions officielles ou sauvages des quantités énormes de biens que les industriels français devaient livrer à l'Allemagne. Les Allemands voulurent aller plus loin en spéculant afin de se procurer par des biais officieux
toutes les marchandises qui pouvaient leur échapper et que leur patron conservait. Ils eurent besoin d'assistants, d'auxiliaires indigènes qui sachent nouer des relations afin d'attirer les commerçants, les producteurs, les trafiquants en tout genre vers ce marché brun. Ainsi furent créés les bureaux d'achat chargés de tout acheter à n'importe quel prix, la chose étant d'autant plus aisée que ces bureaux disposaient, de façon détournée, des fonds provenant des indemnités payées par la France. Ces marchandises étaient elles-mêmes revendues à des organisations privées ou d'État comme la Wehrmacht, la SS ou à des administrations. Ces officines, à caractère commercial, restaient dans leur nature des unités d'espionnage dont la couverture rentable permettait une pratique de surveillance aiguë. Afin que rien ne leur échappe, les Allemands se mirent à recruter des hommes de main dont l'activité fut de les mettre en relation avec tous les vendeurs de biens possibles, de rechercher des stocks dissimulés, d'obtenir par tous les moyens des informations sur les réseaux d'espionnage et de résistance. En échange, des commissions avantageuses, une impunité totale. C'est ainsi que naquit la bande à Lafon. La bande à Lafon. Chamberlain, alias Lafon, multiplie les condamnations pour vol, recel, qui le conduisent au bagne de Guyane, mais il réussit à s'en évader avec l'aide de ce qu'on appelle le milieu. Sous sa fausse identité, il devient le gérant de la concession d'un garage Simca, porte des lilas et tâche de se ménager les bonnes grâces de la police par des dons en nature, au point qu'au début de la guerre, lorsque son garage fermera, il dirigera le MES de la préfecture de Paris. Mais lorsque la guerre est déclarée, il refuse d'être mobilisé et on découvre sa véritable identité. Il est incarcéré à la prison du Cherche-Midi. Les Allemands sont aux portes de Paris, les détenus sont transférés à Sépois, mais c'est encore trop près. C'est l'évasion, Paris, l'hôtel Lutetia, la collaboration. La première chose qu'il va s'empresser de faire est d'étoffer le service dont il est chargé, et c'est dans les cellules de Fresnes qu'il va recruter les hommes dont il a besoin. Dès le 6 juillet 1940, il fait sortir de prison d'anciens camarades, des caïds au nom des autorités allemandes. Ils ont pour nom Estebetegui, dit le basque, Carrier, Pinardel, Bonal, Joe les gros bras, que viendront compléter Joe le Corse, Michel le Borgne, Dédé la mitraille et des dizaines d'autres aux noms toujours évocateurs, sans oublier Abel Danos qui formera, après-guerre, le gant des tractions avant avec le fameux Pierrot le Fou. Les libérations continueront au gré des besoins du service. Lafon est auréolé d'une gloire inédite auprès de tous les truands parisiens, car non seulement il a le pouvoir de les faire sortir de cellules, mais au passage, il peut éliminer nombre de pièces à conviction et en plus la police française qui le surveille de loin. Ne peut absolument rien contre lui et ses sbires, tant il est protégé par ses amis allemands. Les policiers qui ont voulu enquêter sur telle affaire de racket, de pillage d'appartements, de confiscation illégale de biens se sont retrouvés au 93 rue Lauriston pendant quelques heures, menottés, écoutant le sermon vengeur du chef qui avait quelques griefs contre la police, afin qu'ils comprennent bien à qui ils avaient affaire. Ainsi,
les hommes de Lafon continuent leur forfait en toute impunité. La technique des faux policiers fait florès. En effet, la vente d'or avait été interdite par les autorités allemandes. Tous les détenteurs de ce métal précieux devaient en référer au Devisensschutzkommando, organisme chargé de leur acheter leur or. Beaucoup de particuliers se dérobaient à cette obligation. Lafon ou ses hommes se faisaient alors passer pour de simples acheteurs auprès de ces particuliers, préalablement repérés par des indicateurs. Au moment de la transaction illicite, il suffisait de se faire passer pour des policiers, de s'écrier « police allemande », l'or était confisqué et redonné à l'occupant contre une commission de 10 à 30% sur la valeur de l'or, ou parfois, les hommes de Lafon opéraient pour leur propre compte et gardaient tous les biens. Peu de victimes portaient plainte puisqu'elles étaient en infraction avec les directives allemandes. Beaucoup étaient juives et ne pouvaient donc réclamer quoi que ce soit sous peine de se dénoncer. Tous les trafics sont bons et juteux, les matières premières, les cuirs, les mobiliers, les articles de confection comme ce stock de bonneterie que Lafon saisit chez un marchand juif et qu'il vend au bureau auto. Le 24 février 1941, Abel Danos commet le premier braquage de l'occupation. Des convoyeurs du Crédit commercial et industriel sont attaqués. Des coups de feu sont échangés. L'argent, 4 millions de francs, est volé et l'un des employés est blessé à mort. La PJ interpelle Danos et ses complices identifiés comme les coupables, mais Lafon prévient aussitôt ses supérieurs protecteurs, Brandel et Radeke, qui les feront libérer. La police française, démunie, ne peut que se soumettre aux ordres des autorités allemandes qui encouragent leurs hommes de main, dont les troupes augmentent. Lafon s'associe avec un homme d'affaires juif d'origine bessarabienne, M. Joseph, le roi des ferrailleurs. Joseph Joinovici. Cet homme, comme Lafon, mérite tout un ouvrage à lui tout seul, tant son parcours eût été exemplaire s'il n'avait profité jusqu'à la lie de cette période de l'occupation, fréquenté les sbires du régime nazi, amassé une fortune grâce au marché noir de haut vol institutionnalisé par les Allemands. Émigré en France en 1925, il survit en fouillant les poubelles, vendant de la ferraille et du chiffon dans la zone de Saint-Ouen, ancien site de l'enceinte qui entourait Paris en cours de démolition, devenu un amas de taudis. Bien que juif, il s'est toujours soustrait aux Allemands grâce à ses origines bessarabiennes ou russes, selon les moments, ses relations, en particulier Henri Lafon, avec qui il crée une société, l'Union économique, qui fournira le bureau d'achat auto. C'est un WWJ, Wirtschaftlich wertvoller Jude, on va dire Jude, un juif utile, selon la terminologie nazie. Il se constitue un empire de plusieurs milliards de francs en vendant des matières premières. Le génie de cet homme quasi analphabète, mais d'une mémoire colossale, a été de se comporter en homme d'affaires avisé. Afin de protéger ses arrières, il entreprit de financer un réseau de résistance introduit à la préfecture de Paris
honneur de la police. On verra qu'il réussit à consolider son statut d'agent double, ménageant les Allemands tout en leur vendant des métaux défectueux et celui de mécène de la résistance. Gioinovici et Lafont se complètent. Ils aiment fréquenter les mêmes endroits à la mode dans ce Paris réservé aux nantis et aux collaborateurs comme le One Tutu, cabaret-restaurant et lieu de débauche. L'arrivée de Pierre Boni. Le pouvoir de Lafont va s'intensifier avec l'arrivée de Pierre Boni. Cet homme n'est pas issu du même milieu que le chef de la Gestapo française. C'est un ancien policier de la Sûreté nationale. Il a participé activement aux affaires Seznec, Stavisky, qui lui ont valu d'être appelé le premier flic de France. Mais suite à des opérations de corruption, il est renvoyé et devient détective privé. C'est un méticuleux qui va apporter au 93 rue Lauriston une logistique précieuse en matière de renseignement. Boni constitue le réseau d'informateurs, chômeurs, travailleurs indépendants, artisans ruinés, demi-mondaines qui permettront de dénicher les marchandises cachées, les résistants, les juifs. Il fixe des primes, des amendes, établit des fiches de paie, autant de documents inexistants avant son arrivée, et désormais on parlera du tandem Lafont-Boni, l'aventurier, le truand associé à l'ancien flic corrompu. Il engage aussi une équipe plus fidèle à son profil. Policier révoqué, ancien de la Légion désœuvrée. Ok, ça c'est la fin de la deuxième partie. Nous reviendrons pour lire la troisième et la dernière partie.